sur la suite. Il est 11 heures, je vais me permettre de commencer à l'heure et de vous présenter quelques éléments sur cette deuxième journée, comme je vous le disais, de cette 8e édition de la Journée française de l'ingénierie des exigences. Tout d'abord, il nous faut remercier évidemment nos partenaires sans qui cette journée ne pourrait pas avoir lieu. Donc plusieurs types de sponsors pour Prestige avec Telis et Polarsoft qui aujourd'hui d'ailleurs fait un retour d'expérience au travers de l'un de ses partenaires. Et puis des sponsors Gold, Vealab, Cover et CTG qui nous accompagnent également dans cet événement. Aujourd'hui, c'est un retour d'expérience d'entreprise Pharmagest qui utilise notamment les outils Polarsoft. L'outillage de nos exigences, une étape importante dans le long processus de transformation avec plusieurs intervenants que je présenterai tout à l'heure, Christa Bernat, qui peut d'ailleurs nous dire un petit coucou, voilà, et puis Yann Kronberg, que vous connaissez, puisque on l'a fréquemment dans les présentations aussi bien de la JFTL que de la JFIE. On le remercie d'ailleurs de sa présence régulière. Et puis écoutez, sachez qu'il y a une journée de demain également avec 2 autres tours d'expérience, entreprise Texial et Le Conservateur, sur garantir le succès d'un projet réglementaire à fort enjeu grâce à l'ingénierie des exigences. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous y inscrire. C'est toujours possible de s'inscrire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette dernière journée qui clôturera cette année, la GFIE 2020. Alors, très rapidement, je ne veux pas vous embêter avec ça. Sachez, comme je vous le disais en introduction, que cette journée était organisée grâce au groupe de travail ingénierie des exigences qui a plusieurs objectifs et activités, à savoir essayer de reconnaître et valoriser ce métier, professionnaliser également ce métier au travers par exemple, de fiches de poste et échanges de bonnes pratiques, participer aux activités liées au contenu REB, donc le syllabus et autres éléments et évolutions. Et puis, sachez qu'on travaille également autour d'un projet aujourd'hui qui a été débuté en mai dernier sur des problématiques liées au modèle de maturité de l'ingénierie des exigences, qui reste un enjeu assez intéressant. Ce groupe de travail se réunit à peu près une fois tous les 3 mois. Alors, on se réunissait physiquement, il y a encore peu de temps, mais là, c'est terminé. Et puis, évidemment, il y a des réunions en visioconférence qui viennent agrémenter également des projets ou des activités spécifiques. Voilà, donc, je ne vais pas rentrer dans la liste de toutes les personnes qui participent à ce groupe de travail, mais sachez que l'intérêt de ce groupe de travail est d'avoir des personnes qui soient diverses et variées de tous les domaines, aussi bien du système embarqué, automobile par exemple, que des systèmes d'information, que de réseaux et télécoms, que des systèmes sécuritaires, et également de la formation, puisque je ne me suis pas présenté, Alexis Toudeskov, je suis enseignant et chercheur à l'université d'Angers, et plus particulièrement à Polytech Angers, l'école d'ingénieurs, dans lequel il y a une formation sur la qualité logicielle depuis 1999. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Dans cette journée également, je vais vous présenter 2 éléments. Donc si vous cliquez dans « Questions », vous aurez la possibilité de poser des questions qui vous intéressent, d'accord, et surtout de pouvoir également d'avoir des informations et de pouvoir voter sur ces questions. Et pour voter, il y a un petit icône qui correspond à un triangle. Là, je vais cliquer par exemple, est-il possible de revoir a posteriori les seniors? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est peut-être revoir les... Donc, je viens de cliquer dessus, on est passé à 2. Ça permet de donner un vote à cette question. Donc, pour information, avant de poser cette question-là, les slides de présentation des différentes présentations seront sur le site du CFTL et nous allons également mettre la vidéo de ces présentations sur le site également. Voilà. Donc le vote, je viens de vous le dire, et donc nous, on va évidemment essayer de privilégier les questions qui ont eu le plus de votes lors des réponses aux questions qu'il y aura à l'issue de la présentation. On vous demandera également dans l'onglet sondage de répondre à un nombre de questions qui peuvent vous intéresser, et qui peuvent surtout nous permettre l'année prochaine de mettre en place des thématiques qui pourraient vous intéresser, puisqu'on va vous demander quels sont les thèmes que vous souhaiteriez qu'on traite pour 2021 et qu'on a besoin de vous pour y arriver. Voilà, je n'ai pas voulu faire trop long, il est 11h04. Je vais laisser la parole à Yann Kronberg et Christian Bernat pour vous présenter la présentation d'aujourd'hui. Merci à vous, à tout à l'heure. Bien, merci Alexis. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous à notre session des Journées françaises de l'ingénierie des exigences 2020 qui s'intitule « L'outillage de nos exigences, une étape importante dans un long processus de transformation ».
Bon, je remercie cette année une fois de plus le CFTL qui nous a invités en tant que sponsor à présenter un retour d'expérience client sur le thème de l'ingénierie des exigences, outillé avec la solution de gestion d'exigences Polarion. Alors avant d'aller plus loin, je vous présente brièvement les intervenants. Donc pour Polarsoft, moi-même Yann Kronberg, je suis en charge des opérations et du business développement. Je suis accompagné par Serge Dubois, responsable technique, consultant formateur également, qui est expert de la solution Polarion. Pour le groupe Pharmagest, donc, nous aurons l'intervention de Christian Bernard, responsable de la communauté des analystes fonctionnels et testeurs, qui pourra également se présenter un peu plus tout à l'heure, bien sûr, lors de sa présentation. Alors, en préambule, je vous propose une brève introduction à Polarsoft et à Polarion. Ensuite, donc, je passerai la main à Christian Bernard, qui présentera son expérience en ingénierie des exigences et expliquera, entre autres, comment il a tiré profit de la mise en place d'un processus d'ingénierie des exigences rigoureux et du déploiement de la solution Polarion dans son organisation. Et en fin de session, nous répondrons à vos questions. Serge Dubois nous rejoindra également pour cette partie questions-réponses que vous pouvez donc d'ores et déjà poser au fil de l'eau de notre présentation. Alors tout d'abord, donc Polarsoft a été créé en 2011 dans l'objectif de distribuer sur le marché français le logiciel Polarion et d'apporter une expertise autour de cette solution ALM couvrant l'ensemble des processus de gestion du cycle de vie des applications, mais pas uniquement, des produits, des services, des systèmes qui peuvent aussi embarquer d'ailleurs du logiciel, y incluant notamment les processus d'ingénierie des exigences. Donc, processus qui ont été bien présentés hier donc, par Sophie Cotin et Raphaël Friès, entre autres sur le développement des exigences, la gestion des exigences, bien sûr, pour avoir effectivement cela à travers la retour d'expérience de Christian. Donc, nous fournissons à nos clients donc le produit Polarion, donc les licences, mais aussi les services de maintenance associés, mais aussi pour les aider dans l'aide au déploiement donc, de la formation, du coaching en vue d'adapter la solution au processus métier aux besoins des clients et pourquoi pas aussi du développement spécifique pour un besoin client d'intégration par exemple avec une solution de logiciel existant donc un connecteur spécifique, c'est possible, sans oublier également donc l'apport de l'assistance technique du support du helpdesk sur Polarion. Alors nous en 2015, nous avons passé avec succès donc la certification en ingénierie des exigences de l'IREB. En effet, c'est un point important lorsqu'on déploie dans une organisation une solution comme Polarion. C'est pas seulement une question d'outillage, aussi approprié soit-il, c'est aussi une question de méthode, de processus qui doivent être adaptés aux besoins métiers de nos clients. On combine les deux et nous travaillons aussi donc avec des partenaires qui eux-mêmes ont des compétences en ingénierie système, en ingénierie d'exigence, qui apportent ainsi ces compétences sur le domaine métier sur lesquels ils interviennent plus spécifiquement et qui également ont une expertise Polarion. Donc depuis que Polarion a intégré le portfolio donc de Siemens PLM Software, donc Siemens Digital Industry Software, aujourd'hui on dit depuis 2016, donc nous sommes devenus leur partenaire certifié Smart Expert, donc un niveau de compétence, d'expertise reconnu donc en tant qu'expert sur cette solution sur le marché français pour la solution Polarion que nous avons aujourd'hui déployée chez plus d'une soixantaine de clients. Donc vous pouvez voir certains d'entre eux ici qui s'affichent. Polarion est largement utilisé dans le monde dans différents secteurs que sont l'automobile, l'aéronautique, le spatial, la défense, le pharmaceutique, les dispositifs médicaux, le transport et la logistique, les télécommunications, l'énergie, mais aussi des éditeurs comme Pharmagest en l'occurrence, qui va donc présenter son retour d'expérience. Alors voici la plateforme Polarion, une solution ALM unifiée, complète, 100% basée browser, qui s'appuie sur un référentiel central. Alors, unifié parce que Polarion n'est pas le résultat de l'intégration de différents outils indépendants, apportant des solutions point à point, je dirais pour un fonctionnement en mode silo, mais que Polarion n'est pas non plus une collection d'outils ayant des IHM différentes et des référentiels ou bases de données distinctes. Non, c'est unifié parce que cette solution a été créée depuis la feuille blanche, a évolué organiquement pour embarquer l'ensemble des processus de l'ALM en s'appuyant aussi sur des composants clés open source comme SVN et dotés d'une architecture ouverte basée sur Eclipse, le tout pour couvrir l'ensemble des processus de l'ALM en s'appuyant sur un référentiel centralisé, garant par exemple de l'unicité de vos exigences. Point important. Alors je disais tout à l'heure une solution 100% basée browser, qu'on peut dire aussi basée web, ce qui veut dire que la solution Polarion
va s'installer tout simplement sur un serveur, qu'il soit lui-même dans le cloud ou dans votre propre infrastructure, mais l'utilisateur lambda, qu'il soit utilisateur au quotidien ou administrateur, utilisera simplement un navigateur, Chrome, Firefox, Safari, bref, ce que vous souhaitez en fonction de votre plateforme, ce qui facilite bien sûr la collaboration en local ou à distance, comme en ce moment, et simplifie aussi grandement l'administration de l'outil, par exemple pour un setup, une installation, des mises à jour au fil de l'eau. Donc Polarion LM est une plateforme collaborative qui permet à toutes les parties prenantes de travailler sur l'ensemble des processus de la LM, ces processus de la LM que vous pouvez visualiser ici, et donc en l'occurrence disposent de moyens en fonction de leur profil, de leur façon d'aborder le sujet, que sont par exemple les live docs. On entendra parler de ça dans la présentation de Christian par la suite. Ce sont des web documents Word-like partageables, mais aussi des vues tabulaires qui donnent des vues plus atomiques, des artefacts. Alors j'ai utilisé un terme ici, on va parler de work items, par exemple, que sont entre autres des exigences. Pourquoi pas des vues graphiques aussi, type UML, BPMN. Bien sûr, dans les processus, il y a la revue, l'approbation, des spécifications, puis aussi toute la partie gestion des exigences proprement dit sur leur cycle de vie, gestion du changement, gestion de configuration aussi, analyse d'impact, gestion donc aussi, bien sûr, de ce qu'on appelle ici le branching, la réutilisation, sans oublier également, au-delà de ces processus, on va dire, dédiés à l'ingénierie des exigences, un point important qui est la capacité de restituer l'information selon le besoin de chacun, selon son rôle. Tableau de bord, matrice de compliance, de conformité, arbre de traçabilité. Bref, être capable de fournir des métriques, des KPI comme on dit, et des rapports pour vos audit trails. Important lorsque vous devez spécifier et concevoir des systèmes liés à des contraintes réglementaires en l'occurrence. Alors, notez que ce qu'on appelle les piliers de l'ALM dans Polarion, ce sont essentiellement la collaboration, on en a pas mal parlé, mais aussi les workflows qui permettent d'embarquer et automatiser vos processus métiers, la traçabilité de bout en bout, donc traçabilité verticale, traçabilité horizontale, des termes qui ont été développés hier lors de la session d'hier midi, donc des GFIE, vous retrouvez effectivement des choses ici, mais aussi sans oublier le fait qu'on puisse aussi avec Polarion reprendre de l'existant sous des documents, type Word, Excel, mais aussi de l'existant à partir de formats standards comme Rekif, qui servent à récupérer ce qui peut être disponible à partir d'autres solutions équivalentes par exemple. Alors comme vous pouvez le lire à gauche ici, selon le Gartner, Polarion est une plateforme solide, couvrant l'ensemble du cycle de vie qui promeut la traçabilité et la conformité avec des standards de l'industrie tels que l'ISO par exemple et FDA. Et en l'occurrence, depuis 2012 déjà, donc Polarion a reçu un label qui s'appelle Trusted Tool, c'est délivré par le TÜV Nord, qui est un organisme allemand qui est bien connu, délivrant des certifications selon des normes et des standards de l'industrie. Et Polarion a obtenu cette certification, ce label, on va dire, pour donc en l'occurrence l'IEC 61508, mais aussi l'ISO 26262, qui est pour le domaine de l'automobile, ceci sur l'ensemble du cycle de vie. Alors, Polarion, comme vous avez pu le voir, c'est une plateforme complète, unifiée, qui n'est pas pour autant monolithique, elle est ouverte et elle dispose ainsi donc de moyens technologiques comme ce que vous pouvez voir ici, une API Java entièrement documentée, des standards comme Rekif ou SLC qui permettent finalement de connecter Polarion, de s'interconnecter avec votre existant, avec des outils existants. Ainsi, il existe des intégrations proposées nativement par les éditeurs respectifs, comme avec différents outils du marché, comme par exemple ici, un outil de gestion, donc de suivi de bugs et de gestion de projets agiles comme Jira, un outil par exemple de modélisation et de simulation pour les systèmes électroniques comme MATLAB, solutions de Microsoft pour développer dans le monde Microsoft avec DevOps Azure. Bref, des solutions également de gestion de patrimoine de test, de modélisation, puis aussi, pourquoi pas, des connecteurs vers des outils de PLM comme celui de Siemens Digital Industries Software qui est Teamcenter. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au-delà de ça, de ces, on va dire, connecteurs natifs proposés, il y a également un écosystème de développeurs, de partenaires, d'éditeurs qui proposent des solutions qu'on appelle des extensions ou des connecteurs, voire des extensions fonctionnelles disponibles sur le portail des extensions Polarion. Parmi elles, on va trouver par exemple aussi des modèles métiers qui vont répondre à des besoins comme
disposer d'un modèle pour le domaine du médical avec l'IEC 62304 ou le domaine de la défense avec le DO 178C. Ou si vous souhaitez également mettre en place une démarche agile avec SAFE, vous pouvez, pourquoi pas, utiliser le modèle SAFE proposé par Polarion. Voilà, bah écoutez, avant de passer la main à Christian, je voudrais juste nommer ici, présenter brièvement quelques études de cas que vous pouvez trouver d'ailleurs sur les sites de Polarsoft. Donc, il s'agit, en l'occurrence ici, donc des pages jaunes du groupe Solocal qui utilise Polarion donc depuis maintenant plus de 4 ans. Bah, l'un des bénéfices importants, ce fut un gain substantiel, en l'occurrence sur les coûts de maintenance. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pourrez le lire en téléchargeant. Une autre étude de cas est celui de la société IDEMIA, qui est le leader mondial de l'identité augmentée. Donc, ils font des systèmes de reconnaissance d'identité, en l'occurrence, et ils utilisent Polarion pour industrialiser la gestion des exigences dans une démarche d'ingénierie système. Ce client a déterminé que Polarion lui apportait donc réponse à son besoin, en l'occurrence grâce à différents moyens, dont la technologie LiveDoc, dont vous entendrez parler certainement tout à l'heure par Christian. Voilà, bah écoutez, nous avons également l'étude de cas donc de Pharmagest, qui je ne vais pas développer ici, que vous pouvez également récupérer sur notre site, donc page services et ressources, rubrique ressources téléchargement de documents ou sur notre page client. Vous pourrez donc récupérer ces documents si vous le souhaitez. Ben écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant pouvoir passer la main à Christian, qui va donc, je pense, pouvoir donc présenter ces slides. Et donc, j'en reste là pour le moment et répondre à vos questions à la fin. Ok, merci Yann. Déjà, bonjour à tous. Je vais reprendre 2 minutes pour me présenter, mais ça va être rapide. Donc, moi, je suis Christian Bernat. Je suis animateur de la communauté des analystes fonctionnels et des analystes testeurs chez Pharmagest. Et parallèlement à cela, j'anime aussi la communauté agile. Pour compléter mon profil très rapide aussi, j'ai été aussi analyste fonctionnel pendant plus de 10 ans au sein de Pharmagest avant de devenir animateur de ces 2 communautés. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous proposer ce retour d'expérience sur l'outillage de nos exigences et faire en fait un focus sur tout ce qui nous a amené à choisir un outil comme Polarion pour gérer nos exigences. Donc, à travers le sommaire que je vous propose ici, je vais surtout essayer de vous montrer le cheminement qu'on a pu avoir en termes d'évolution et de transformation dans nos méthodes de travail et la logique, en fait, qui nous a amené à choisir un outil comme Polarion. Alors, je vais vous le montrer, ce cheminement, il remonte à un historique qui est quand même assez lointain, mais c'est peut-être aussi ça l'intérêt de ce que je peux vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, le cheminement a été fait sur du long terme et c'est le choix de l'outil s'est vraiment fait in fine après une vraie démarche dans le temps qui a été faite d'obstacles, de réflexions, d'échecs, mais aussi de réussites concrètes. Alors, ça va répondre aussi à une question qui était intéressante, qui a été plébiscitée hier sur quel est l'outil idéal, comment on choisit un outil, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour gérer l'ingénierie des exigences. Alors là, vous allez voir dans cette présentation, c'est pas tant le fait de choisir tel ou tel produit, même si moi je vais mettre forcément l'accès sur Polarion parce que nous on l'a choisi, mais le plus important peut-être dans cette présentation, c'est surtout vous montrer le cheminement et la démarche qu'il est nécessaire en fait, selon moi, de pouvoir en fait avoir avant de choisir un outil. Le choix de l'outil doit pas être en fait le processus de départ, ça doit vraiment être quelque chose qui doit être fait à la fin et qui doit arriver après une longue maturation en fait. Alors, avant tout ça, je vais vous faire une rapide présentation du groupe. Je vous dis rapide parce que vous irez voir sur le site www.pharmagest.com, vous trouverez bien plus d'informations que je vais vous donner là. Par contre, il y a 3 choses à retenir dans les 3 slides très rapides que je vais vous montrer. Donc là, vous avez le groupe Wellcop, qui est en fait un groupe qui intègre la filiale Pharmagest. Ce qu'il faut retenir ici dans cette première slide, c'est en fait la partie 9 pays. Alors, la première chose donc, que je vous demande de retenir pour la suite, c'est la partie internationale qui, à un moment donné, nécessite une vision transverse de nos produits avec des généralités, d'accord? Donc, un besoin qui pourrait être décrit et reproduit à l'identique sur plusieurs produits, mais aussi avec des spécificités. Donc, des spécificités qui peuvent être ergonomiques, culturelles, linguistiques, etc. Donc, sur cette première diapositive,
en dehors de 7 métiers, du nombre d'employés, le chiffre d'affaires, etc., retenez la notion de 9 pays et le côté, on va dire, international du groupe. Sur cette deuxième diapo, en fait, qui montre la liste des métiers que le groupe Wellcop exerce, en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on intervient principalement dans le domaine de la santé. Alors, dans le contexte de cette présentation, c'est important. Ce qui est important, c'est de retenir que l'aspect sécurité réglementaire qui entoure le domaine de la santé est aussi quelque chose d'important et de fondateur dans la manière dont on a effectivement choisi un outil et la manière dont on a fait nos processus d'ingénierie d'exigence. Donc, retenez cette deuxième idée dans la présentation du groupe, le domaine de la santé. Et la troisième chose qui est important de retenir ici, c'est qu'en fait, en dehors de tout ça, nous aujourd'hui, on traite plusieurs choses. On traite le service de soins à domicile, l'hospitalisation à domicile, les maisons de retraite, les hôpitaux, etc., etc. Et c'est qu'en fait, le nombre de projets qu'on traite en simultané est très, très important. Donc, vous avez un certain nombre de projets qui sont effectivement totalement indépendants les uns des autres, mais vous avez aussi beaucoup de projets qui sont totalement dépendants les uns des autres. Si, par exemple, quand on arrive à mettre en place une plateforme numérique de santé à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, c'est bien qu'on arrive à fédérer, en fait, plusieurs logiciels, plusieurs services qui, a priori, sont totalement indépendants, mais qui, à un moment donné, doivent de toute manière se retrouver au centre d'une seule et même passerelle. Donc, 3 idées à retenir: l'internationalisation, excusez-moi, du groupe, le domaine de la santé et des logiciels qui doivent communiquer ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour la suite de la présentation. Alors, comme je vous le disais, moi, ce que je veux, c'est vous faire partager en fait un cheminement dans ce qui nous a amené à choisir un outil, à mettre en place des processus et voir un petit peu comment on a fait pour s'adapter à toutes les problématiques qu'on a pu rencontrer. Donc, je vais vous faire une première partie qui est l'historique, l'évolution de nos processus, d'accord, qui va focaliser sur comment on en est arrivé à nous outiller avec un outil comme Polarion. Alors, avant tout ça, avant d'en arriver à l'outillage, il est quand même nécessaire, mais ça c'est valable pour toute réflexion que vous pourriez avoir dans le domaine, c'est de s'intéresser en fait sur le processus qui va conduire à cette étape-là. La première chose en fait, c'est identifier les problématiques qu'on peut avoir. Alors quand je dis identifier, c'est les identifier, mais plus que les identifier, on va dire c'est plutôt les vivre en fait, vivre les problématiques. Parce qu'en fait, pour bien les avoir identifiés, il faut les avoir vécus, il faut les avoir supportés, il faut les avoir éventuellement surmontés. Et c'est vrai que vous verrez que identifier les problématiques, ça ne se fait pas en 2 secondes. Donc le processus a été assez long. On identifie les problématiques à travers les échecs, à travers les erreurs, à travers les succès, etc., etc. Mais globalement, c'est vraiment l'identification de ces problématiques qui peut, à un moment donné, nous permettre d'avancer sur le cheminement de nos processus et du choix de l'outillage. Le deuxième aspect en fait qui est important, il y en a 4, c'est trouver en interne les solutions. Donc, trouver en interne les solutions, contraint ou pas, parfois par des raisons budgétaires ou des contraintes de temps, c'est vraiment important à un moment donné de se forger une solution en interne, d'avoir une démarche et une réflexion déjà sans même penser à l'outil. C'est qu'on identifie nos problèmes, on trouve des solutions en interne sans se focaliser sur la partie outillage. D'accord ? Et troisième aspect, choisir les éléments, processus, modes de fonctionnement sur lesquels on veut capitaliser. Parce qu'en fait, in fine, la tentation qu'on peut avoir, et on l'a eu au départ, c'est de se dire, ben voilà, on a des tonnes de problématiques, on les met toutes au même niveau et on va essayer de toutes les traiter. C'est un peu compliqué de faire ça. Enfin, pour nous, ça a été compliqué, mais je pense que dans toutes les organisations, c'est compliqué. C'est de se dire qu'on veut toutes les mêmes au même niveau et qu'on va essayer de toutes les résoudre et de tout prendre en compte, sans tenir compte éventuellement d'un contexte économique, social, organisationnel, voire d'un coût, voire de type de projet, ce qui sont innovants, pas innovants, etc., réglementaires ou pas réglementaires. Donc là, il est quand même super important de pointer les éléments fondamentaux sur lesquels on veut éventuellement véritablement capitaliser.
Ok. Et puis le quatrième point, c'est tenter de trouver l'outil parfait. Alors je dis l'outil parfait parce qu'il n'existe pas, hein, Yann m'en voudra pas, mais il n'y a pas d'outil parfait. Parce qu'il y a plein de manières de fonctionner, plein de manières d'objectiver ce qu'on veut faire. Il y a plein d'équipes avec des comportements différents, donc c'est très très difficile de trouver de toute manière un outil qui va répondre à 100% de tous nos besoins. Ne serait-ce que parce que il y a des outils sur lesquels on va utiliser que 30 ou 40% des fonctionnalités. On se dit pourquoi on prendrait un outil pour lequel on va pas tout exploiter. Mais ça, vous le retrouvez dans quasiment tous les outils, tous les logiciels. C'est surtout essayer de se dire, voilà, qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce que l'outil par rapport à ce qu'on a décidé d'être le plus important, ce qui nous apporte le plus de valeur ajoutée. Quel est l'outil qui va répondre à ces contraintes-là? D'accord? Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un cheminement, donc je vais y arriver. Et le cheminement, en fait, je vais vous le montrer. Il est long. Donc, je suis remonté à Mathusalem, 1985. Là, vous aviez, en fait, quand on a démarré, donc de 1985 à 2000, alors c'est pas aussi franc que ça, mais bon, j'ai essayé de faire de grandes étapes. Vous aviez ce que j'appelle une période où, en fait, on avait une direction technique R&D et des développeurs, enfin plutôt je devrais dire des développeuses, parce qu'il n'y avait que des développeuses à cette époque-là. Et en fait, en termes d'ingénierie des exigences, ça se réduisait à, à des nappes de restaurants sur lesquels on faisait des petits gribouillons où on mettait une expression de besoin de 3 IHM, un business plan et en gros les développeuses faisaient les tests, faisaient le code, faisaient l'analyse et tout ça se faisait à la bonne franquette autour d'une table. Il n'y avait pas véritablement de processus bien défini. Alors ça a fonctionné, hein, mais c'était une autre époque, c'était un autre monde. Ensuite, à partir de 2000, on a commencé à structurer un petit peu plus dans le sens où entre 2000 et 2005, on a structuré les choses de manière à avoir un service qui faisait de l'analyse fonctionnelle et un service qui faisait de l'analyse au niveau du test, mais sans véritablement processus particulier mis en place. C'est-à-dire, pour la faire simple, on le faisait avec nos tripes et avec la manière dont on imaginait qu'il fallait le faire du mieux possible. D'accord? C'était un petit peu artisanal peut-être, mais c'était fait avec le cœur. Donc, ça fonctionnait aussi. Il y avait pas particulièrement de soucis. Après, il y a eu une grosse époque, en fait. Je pense que tout le monde a un peu à un moment donné l'a traversé. C'est que, à partir des années 2005-2010, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que la complexité des systèmes est devenue telle, la technicité aussi des projets est devenue telle qu'on a eu du mal à continuer, je vais dire, à la bonne franquette. Alors, il y a eu effectivement la complexité des systèmes, il y a eu plein de choses. Il y a eu la pression concurrentielle, il y a eu l'arrivée de normes, il y a eu la volonté à un moment donné de nos clients de vouloir avoir du zéro défaut tout de suite. Donc, à un moment donné, il y a eu cette pression qui est venue et qui a fait qu'à un moment donné, on s'est dit, on peut plus continuer comme ça. On peut plus continuer à un moment donné de le faire sans méthode bien définie. On sent qu'on atteint un petit peu les limites du côté, on va dire, artisanal, même si on ne faisait quand même pas dans un grenier comme ça vite fait, mais on n'avait pas véritablement de méthode bien définie. Donc, que ça soit au niveau de l'analyse fonctionnelle et de l'analyse test. À partir de début 2010, il y a eu un élément qui, pour nous, a été très fondateur, c'est la participation à la première journée SPCF. D'accord? Donc ça, cette journée, en fait, pour nous, elle a été assez intéressante parce que du coup, on a eu dans ces journées-là la raison des éléments qui nous manquaient en fait. On s'est dit, bah voilà, le SPCF, à travers ce qu'il présentait au niveau de l'IREB, commençait à nous expliquer en gros où étaient nos problématiques. Alors ces problématiques, on les sentait, on voyait bien aussi ce qui pouvait nous manquer, mais les journées SPCF et les certifications IREB et les formations IREB qui ont été avec ont véritablement pu pointer du doigt les problèmes qu'on avait. Et c'est vrai, je raconte toujours cette anecdote. J'y suis allé avec mon collègue, Julien Miskovitch, et donc en rentrant de la journée SPCF dans le train, c'est vrai qu'on était un peu
on s'est dit, ben voilà, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est l'expression du besoin, le domaine du problème, le domaine de la solution. Pour ceux qui ont suivi le webinaire d'hier, ça vous parlera. Mais c'est vraiment toute cette ingénierie des exigences, cette manière d'apprendre les problèmes qui nous a fait véritablement évoluer et qui nous a fait prendre en main que faire encore des documents très lourds, des documents où on a eu du mal à se repérer, des documents où on n'était pas bien sûr du besoin, l'absence de traçabilité, la difficulté qu'on avait à maintenir notre référentiel d'exigence fait qu'on a eu beaucoup de mal, et à un moment donné, le SPCF et la certification et les formations IREB ont pu mettre le doigt et l'accent sur cette partie-là. Et puis après, vous avez entre 2013 et 2020, on va dire, je les séparé en deux, mais en gros, globalement, on pourrait les regrouper. Vous avez eu tout un tas de choses. Vous avez eu la mise en place, la mise en œuvre des pratiques IREB avec le fait que tous les collaborateurs analystes fonctionnels sont sensibilisés aux techniques de l'IREB. On a eu beaucoup de projets transverses qui se sont mis en place, beaucoup de nouveaux besoins. Encore une fois, le groupe a énormément grossi. Les projets se sont multipliés, comme je vous l'ai dit, et on a eu encore une pression supplémentaire, enfin une pression qui était très positive, hein, sur le fait que ben voilà, le groupe avançait, sur le fait qu'on a eu beaucoup plus de projets à mener en parallèle, qu'il fallait absolument qu'on capitalise sur notre référentiel d'exigence, de tests. Il y a eu de plus en plus de normes, de plus en plus d'agréments à passer, et donc en gros, à un moment donné, on a blindé tout ça, et on a commencé à se dire, voilà, on commence à être mature dans nos processus d'analyse, d'exigence, de tests, etc. Mais maintenant, il faut qu'on puisse essayer de s'asseoir, en fait, d'asseoir tout ça avec un outil qui va nous permettre d'aller un tout petit peu plus loin. D'accord? Donc, il y a eu le choix de Polarion entre 2013 et 2016. Et puis aujourd'hui, où on en est, 2016-2020, on a l'utilisation de Polarion, en fait, pour quasiment tous les projets de la R&D au sein du groupe. Aujourd'hui, donc, on a 25 analystes testeurs, 25 analystes fonctionnels, donc ils sont soit IREB, soit ISTQB, et on a en gros une centaine de développeurs en mode reviewer qui utilisent aussi Polarion. Donc aujourd'hui, on en est où? On en est qu'on utilise effectivement Polarion tous les jours pour tous nos projets, et que les analystes fonctionnels, les analystes testeurs utilisent cet outil-là régulièrement, avec nos processus qu'on a mis très très longtemps à mettre en place, mais qui maintenant sont relativement bien stables. Alors, si je fais un focus sur les 4 dernières années, c'est-à-dire le choix de l'outil et son utilisation, hein, si je mets concrètement en avant maintenant l'outil, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il y a 2 points à retenir aussi là-dessus. Déjà, le premier truc, c'est que, encore une fois, j'insiste parce que pour moi, c'est fondamental. Enfin, si vous avez qu'un truc à retenir que je peux vous raconter aujourd'hui, c'est que vraiment le choix de s'outiller, c'est vraiment à l'issue d'un long processus collaboratif, de réflexion, etc., etc. Et c'est en réponse à certaines limitations et besoins que nous, on a connus dans notre organisation. D'accord? Donc, les besoins qu'on avait, nous, c'était de la traçabilité, je vous en ai parlé, aussi bien interne qu'externe, hein, externe pour nos clients, puis en interne, parce que, bien entendu, la R&D fait pas que des projets pour elle fait des projets qui répondent à une vision stratégique d'une direction, de chef de projet ou de directeur programme. On a besoin de transversalité entre nos projets. Hein, je vous l'ai dit, si je reprends la passerelle numérique de santé, c'est plusieurs logiciels qui partagent des mêmes besoins avec quelques petites différences, mais quand même, on a besoin de transversalité entre nos projets. Et puis aussi, il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'on a besoin de capitaliser, de pérenniser, notre base documentaire et de tests. Hier, il y avait une petite phrase très très rapide qui est apparue sur une des slides, c'est le backlog s'envole, le référentiel reste. Il me semble que c'est ça qu'il y avait sur la présentation, mais c'est tout à fait juste. Donc, on avait besoin de ça. Et puis, il y a aussi une longue phase d'évaluation avant la décision finale. Donc, sachez-le aussi, de mon point de vue, choisir un outil, ça se fait pas sur un claquement de doigts. On a besoin d'avoir une prise en main par les collaborateurs. Vous avez vu, hein, on embarque une 50aine d'analystes, testeurs et fonctionnels et une centaine de développeurs. C'est difficile de prendre la décision tout seul dans un bureau et de dire, voilà, je vous impose cet outil-là parce que sinon, ça passe pas, d'accord? Donc, besoin de prise en main par les collaborateurs. Recherche
du meilleur compromis, parce que je vous l'ai dit, la solution idéale, enfin, je pense qu'elle n'existe pas, mais elle existe nulle part, hein, quel que soit le domaine. Et puis, il nécessitait aussi de convaincre la direction sur les objectifs qu'on voulait atteindre, ainsi que la valeur ajoutée que cela représente. J'ai un tout petit focus là-dessus. Je vais prendre une petite minute pour vous faire un focus sur ce dernier point, parce que pour en avoir discuté avec beaucoup d'entre vous, hein, j'ai peut-être rencontré certaines personnes qui assistent au webinaire actuellement, la grosse difficulté, c'est toujours de faire passer en fait l'investissement auprès d'une direction. Et en fait, le truc, c'est que c'est long de convaincre une direction parce que c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir factuellement, avec des chiffres, montrer l'économie que ça peut induire. C'est-à-dire que moi, de toute mon expérience, de toute l'expérience que les analystes peuvent avoir, c'est qu'on sait que on a besoin, par exemple, de capitaliser, on a besoin de tracer, on a besoin de blinder un petit peu plus le truc. On sait que quand on ne fait pas ce genre de choses, on découvre des erreurs très tardivement et que tout ce qu'on découvre tardivement, de toute manière, va nous coûter très cher. Donc on le sait, d'accord, mais c'est difficile de le quantifier en termes d'euros. C'est difficile de pouvoir dire à une direction, si on investit tant, on économisera tant, de mettre vraiment des chiffres derrière de ça. Et ça, c'est important de prendre le temps de l'expliquer. Et pardon, excusez-moi, je fais un tout petit peu plus. Hop, voilà. C'est important de l'expliquer. Et j'en reviens aussi sur la certification IREB, les formations IREB. Ça donne un peu du poids aussi aux analystes fonctionnels de pouvoir s'appuyer sur ce genre de choses pour être plus convaincant par rapport à un discours qu'on peut avoir. Parce que l'IREB et les processus qu'on peut mettre en place donnent une base en fait pour pouvoir discuter autour de ce genre de problématiques. D'accord ? Alors, ce qui fait la différence maintenant, si je regarde du point de vue de Polarion et pourquoi finalement, ce qui est intéressant dans la présentation, pourquoi on les a choisis, pourquoi on a choisi un outil comme Polarion. Alors, je vais rester hyper pragmatique sur notre choix. Donc déjà, avant, je n'ai pas précisé, mais avant le choix de Polarion, on utilisait soit du Word, soit du Confluence, en fait, pour décrire nos documents. Donc, voilà, on rédigeait nos exigences, on les numérotait manuellement, et c'était pas forcément évident à faire. Maintenant, un des points importants que Yann a évoqué aussi, c'était le mode Live Doc. Je vous le montrerai dans quelques instants. Le mode Live Doc qui vous permet, en fait, qui nous permet d'écrire nos exigences, nos spécifications, comme si on était dans un Word. Donc ça, c'est un élément qui a pu nous convaincre parce que la transition, on va dire, entre un Word, un Confluence et un Polarion, à la limite, n'était pas trop compliquée dans la manière d'écrire. La possibilité de faire des rapports de traçabilité. Je vous redonnerai un exemple aussi dans quelques instants, mais faire un rapport de traçabilité vers l'extérieur ou en interne pour montrer que nos exigences répondent bien à un besoin qui a été défini ou que des tests vont bien valider telle ou telle exigence, c'était important. Et le fait que ça soit pas compliqué à mettre en place, ce genre de choses, c'était aussi un point important. La possibilité d'avoir un premier support direct en français, ça peut paraître un peu simple ou bébête, mais en fait, c'est quand même très important. Nous, je sais que peut-être qu'on verra Serge tout à l'heure à l'écran, mais le fait d'avoir un premier support en français quand on a une difficulté, c'est quand même pas négligeable plutôt que de passer par une plateforme qui, en Angleterre ou aux États-Unis, etc., c'est quand même un point intéressant. Le lien avec Jira, parce qu'effectivement, nous, on utilisait Jira, puis il fallait pas qu'on se coupe de Jira, notamment pour les développeurs qui l'utilisent énormément pour gérer leurs tâches de développement, etc. D'accord ? Les grandes possibilités de paramétrage de l'outil, voilà, effectivement, pour faire un peu ce qu'on veut, notamment dans la gestion des attributs, ça c'est quand même intéressant. Les possibilités de partage et de relecture, qui, de mon point de vue, sont des éléments qui sont super importants. Je vous montrerai concrètement comment ça peut se passer. C'est-à-dire pouvoir partager, faire de la relecture par les pairs, avoir des validations, des approbations, des commentaires. Et le fait aussi, quand c'était à un moment donné, on avait repéré certaines fonctionnalités qui nous semblaient à un instant T trop high level, mais sur lesquelles on pouvait éventuellement pressentir qu'à un moment donné, elles pourraient nous intéresser. Alors, vous en cite une, la signature électronique. Peut-être dans les questions, je vous poserai, je pourrai en reparler. Mais la signature électronique, je me dis qu'aujourd'hui, on ne l'utilise pas, mais peut-être que demain, c'est quelque chose qui pourra devenir très important. De manière globale aussi, vous l'avez compris, hein, je me répète, mais parce que c'est fondamental, on avait nos processus
on est arrivé à une certaine maturité et puis ça nous permettait d'asseoir cette maturité à travers un outil. Et puis le dernier truc auquel on n'avait absolument pas pensé, mais là pour le coup, le premier jour du premier confinement, on était bien content, c'est que effectivement la solution en mode web, ça j'avoue, c'était pas rentré dans le contexte, mais la solution en mode web, c'est quelque chose qui nous a permis de passer de jour au lendemain en télétravail sans rupture à ce niveau-là. Alors bien sûr, il y a notre infra qui a suivi derrière, hein, mais une fois que l'infra était OK, voilà, il n'y a pas eu de rupture à ce niveau-là, et c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question comment je fais pour accéder à Polarion. Et c'est du coup, moi je l'ai rajouté là en violet parce que c'est quand même, j'espère que ça durera pas trop longtemps, mais bon, on sait jamais. C'est quand même un point qui est relativement intéressant dans le choix qu'on peut faire d'une solution comme ça. Alors, si je fais quelques focus sur vraiment quelques points particuliers, parce qu'il y en a des kilos, d'accord. Aujourd'hui, avec Polarion, qu'est-ce qu'on gère? On gère toutes sortes de work items. Tout à l'heure, Yann parlait d'artefacts de développement. Mais nous, aujourd'hui, avec Polarion, on va gérer nos épopées, on va gérer nos récits utilisateurs, on va gérer nos buts. Pour ceux qui connaissent l'IREB, vous voyez à peu près de quoi ça parle, un but. Nos exigences, des spécifications de design, des cas de test, des exigences réglementaires et le glossaire. D'accord? Le glossaire, c'est important aussi. C'est important d'avoir un glossaire, notamment quand on est de niveau international, parce que les mots n'ont pas le même sens pour les différents pays. Les épiques, les épopées, nos récits utilisateurs sont synchronisés dans Jira, donc ce qui permet à partir de Jira d'aller choper directement les exigences. D'accord? Nos exigences, nos cas de test, nos exigences réglementaires, nos spécifications design, on a la possibilité de les partager dans différents projets. Et puis les exigences réglementaires, c'est quelque chose qu'on récupère de documents, parce qu'il y a une fonction, je le dis en très vite, qui permet de récupérer des documents externes, qui viennent de cahiers des charges, qui viennent d'autres éditeurs, et qu'on peut transformer sous forme d'exigences réglementaires. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met en place pas mal de traçabilité et de relations entre ces différents work items. Donc là, pêle-mêle, vous allez avoir une exigence qui va être vérifiée par un cas de test va vérifier des exigences, une exigence réglementaire, elle est satisfaite par une exigence logicielle, une exigence va être raffinée par une spécification de design. En fait, le but, c'est que ici, dès qu'on écrit les choses, à un moment donné, on fait en sorte de pouvoir tracer tous les différents artefacts ensemble. Et ça, en fait, ça nous permet quoi? Ça nous permet de faire une traçabilité que je vous montrerai dans une minute. Alors, d'autres points que nous utilisons, le mode approval, donc le mode approval qui est le mode de relecture, qui permet de voir qui a validé ou commenté ou éventuellement désapprouvé une exigence, d'accord, avec un petit mode qui permet de voir combien de personnes ont approuvé, désapprouvé, mis des commentaires. Un autre mode qu'on utilise, c'est la gestion des attributs. C'est-à-dire, je vous le disais, au niveau du paramétrage, hier ils en parlaient, sur la gestion des exigences, on va gérer différents attributs. Donc, on a mis, nous, les attributs qui nous semblaient les plus intéressants. On les a pas tous mis, encore une fois, si on tente de tout mettre, il faut faire un focus sur ce qui vous apporte le plus, et en l'occurrence, nous, ce qui nous apportait le plus, par exemple, c'était la liste des pays, le workflow, etc., etc. D'accord ? Un point fondamental, le mode live doc, donc dont je vous parlais tout à l'heure et Yann aussi, c'est la manière dont on écrit nos exigences. Là, en gros, retenez qu'on les écrit comme dans un Word, et que nous, on a fait en sorte, puisque l'outil le permet, d'écrire nos exigences comme un mode opératoire, avec des chapitres. Donc, alors après, effectivement, chaque ligne ou chaque phrase va être considérée comme une exigence, mais c'est écrit comme un chapitre. Alors ça, c'est un point fondamental parce qu'en fait, globalement, quand je vous parle de pérenniser la base de connaissances, si vous faites venir un nouveau collaborateur et que vous lui dites, tiens, si tu veux tout savoir sur, par exemple, la gestion d'un traitement, on lui donne le chapitre gestion du traitement et sous forme d'exigence, éventuellement sous cas de test s'il a besoin, il peut aller voir, en fait, globalement, qu'est-ce que ça fait. Et ça peut aussi il peut aussi voir remonter jusqu'aux US, éventuellement jusqu'au but, pour voir pourquoi on a écrit ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Le mode live doc qui permet d'écrire, en fait, comme si on était dans un Word, qu'on peut utiliser aussi bien dans nos exigences que dans nos cas de test. Là, ce que vous voyez, là, ce que je viens d'afficher, c'est un cas de test. OK ? Les points, alors point particulier, là-dessus il me reste 4 minutes 30, mais je vais être dans les clous. Le point particulier, c'est
voilà, cet aspect-là de traçabilité. Tout à l'heure, je vous parlais qu'effectivement, une exigence réglementaire pouvait être affinée par une exigence vérifiée par un cas de test. Ici, vous avez vraiment quelque chose de fondamental qui permet en fait de faire une traçabilité qu'on est capable de montrer à l'extérieur à un organisme certificateur qui va montrer en fait la pertinence ou faire une preuve de ce qu'on a fait par rapport à des exigences réglementaires. Donc là, globalement, vous avez sur l'extrême gauche les exigences réglementaires qui ont été traitées par des exigences au niveau de notre logiciel et sur lesquelles on a mis donc un cas de test qui permet de vérifier que tout a été correctement traité. Vous voyez ça, ce genre de truc, je ne peux pas quantifier ce que ça apporte à la société. Par contre, ce que je peux quantifier, c'est l'image que ça apporte, c'est le crédit que ça peut nous apporter, nous, au niveau de l'organisme créditeur, et la confiance que ça peut apporter vers l'extérieur ou même en interne sur le fait qu'on ait bien fait ou pas les choses. Mais là, en l'occurrence, sur ce genre d'exemple-là, et j'en parle dans mon retour d'expérience que vous pouvez trouver sur le site de Polarsoft, voilà, c'est quelque chose qui est un véritable atout sur la manière de pouvoir véritablement formaliser la valeur ajoutée que ça peut apporter ce genre d'outil en termes de traçabilité et d'image qu'on peut projeter vers l'extérieur ou en interne. Donc là, après, voilà, vous pouvez trouver des bilans qui vont vous dire le nombre de tests, le nombre de tests réussis, le nombre de tests échoués, le nombre de tests en attente, etc., etc. Donc tous ces rapports sont relativement faciles à créer. Quand je dis relativement facile, c'est que tout le monde peut les faire. Il n'y a pas de besoin de faire appel à Serge ou à un intervenant extérieur pour construire des rapports. C'est quelque chose qui est important. Qui est important pour nous parce que on a des kilos d'agréments à passer dans le monde de la santé et qui est important parce que voilà, il faut que ça soit facile à faire pour les collaborateurs. Alors, ce qu'il nous reste à parcourir, parce que on n'a pas tout exploité dans Polarion et puis même dans nos processus, donc il y a encore des choses qui nous restent à parcourir. Alors, très rapidement, avant, je vous donne une petite liste de questions que vous pourrez retrouver quand la présentation sera disponible. C'est qu'avant de penser à l'avenir, il y a quelque chose qui reste fondamental, c'est toujours de penser à consolider les acquis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a nos processus, une fois qu'on a notre outil, on a parfois du mal au fil du temps à maintenir tout ça. Et en fait, à se laisser diluer. Et puis à te dire, finalement, ce qu'on fait, c'est peut-être un petit peu moins important, on va le laisser tomber de temps en temps, etc. On va prendre quelques libertés avec l'utilisation de l'outil ou même avec nos processus. Donc, je dirais que le long terme, qu'est-ce qui nous reste à parcourir, c'est qu'il faut déjà, dans un premier temps, toujours penser à sécuriser et à toujours bien avoir en tête que on a des projets qui sont complexes, on a besoin de négocier nos exigences, on a besoin de les partager, on a besoin d'assurer une base réglementaire, une base de test, une base d'exigences, on a besoin de capitaliser sur le métier à long terme. Donc vous avez ici une liste des questions que moi j'aime bien reposer systématiquement quand peut-être il peut y avoir des petits flottements sur l'utilisation de l'outil, voire même sur l'application de nos processus. Si on est capable de répondre non à toutes ces questions, alors à ce moment-là, on peut se séparer de l'outil, on peut arrêter nos processus, mais c'est bien de temps en temps de refaire un focus là-dessus et de bien remontrer pourquoi on a choisi un outil, pourquoi on a choisi Polarion et pourquoi on a nos processus d'analyse et de test qui sont en place. Alors, ce qui nous reste à faire quand même, c'est améliorer quand même la traçabilité de nos besoins vers nos exigences. Donc, s'assurer, par exemple, que les buts qui sont définis par toutes les parties prenantes sont bien satisfaites par des exigences, d'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut essayer de mettre en place. C'est de dire, voilà, est-ce que cette exigence, je suis capable de la rattacher à un but de plus haut niveau? Les buts, encore une fois, c'est une notion de l'IREB. Avoir des validations plus formelles de certains work items, notamment par les signatures électroniques, et renforcer en fait la réutilisation de nos exigences et de nos tests, parce que, encore une fois, on a plein de projets qui sont transverses et il faut absolument qu'on arrive bien à les partager entre les différents projets de manière à ce que un besoin exprimé et décrit par une exigence dans le projet A puisse être récupéré dans le projet B qui, lui, est en Italie, par exemple. Donc, de bien avoir la réutilisation de nos exigences et de nos tests. Je finis, 30 secondes.
qu'est-ce que vous devez retenir, enfin, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation? Voilà, au fil du temps, on a eu des processus d'analyse qui ont essayé d'être de plus en plus rigoureux en s'appuyant sur notre apprentissage, c'est fondamental, et sur un socle de connaissances de la base IREB. Consolider ces acquis par le choix d'un outil qui se rapproche le plus possible de nos besoins en termes d'analyse fonctionnelle et de test, d'accord, en focalisant sur le maximum de valeur ajoutée qu'on veut dans notre contexte. Capitaliser sur Polarion pour nos processus d'agrément et d'obtention de normes, ça vraiment, ça nous a aidé, ça donne vraiment du crédit à l'extérieur. Et puis, on a pu intégrer Polarion dans nos cycles de développement agile et nos outils déjà présents. Donc là aussi, c'est important, c'est de dire, il faut que l'outil travaille dans l'écosystème dans lequel on est déjà. On ne va pas tout casser pour l'arrivée d'un nouveau produit, il faut qu'il puisse s'intégrer dans un écosystème qui est déjà présent. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. J'ai dépassé d'1 minute, je suis désolé. Je vous remercie de votre attention. Et puis, bien entendu, on est disponible pour vos questions-réponses avec Yann et puis peut-être avec Serge s'il nous rejoint. Donc voilà, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème, on peut y répondre. Merci beaucoup. Vous avez fait une présentation qui a intéressé énormément de monde puisque on a augmenté le nombre de participants au fil du temps. Donc, c'est qu'on n'en a pas perdu en tout cas. Ça montre que ça a été déjà ça. passionnant. Et d'ailleurs, il y a énormément de questions. On ne pourra pas répondre à toutes. Je vais les prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, par nombre de votes et celles qui ont été les plus plébiscitées par les personnes qui ont suivi votre présentation. Et je vais commencer par la première. Bonjour, Polarion fonctionne-t-il aussi avec des outils d'automatisation de tests? On va laisser Je vais peut-être laisser Yann et Serge. Alors, Yann, je vais répondre. Bonjour à tous et à toutes. Donc, en termes d'outils d'automatisation de tests, on va dire que Polarion est assez agnostique. C'est-à-dire qu'on va pas faire une intégration, enfin, quoi que cela est possible, direct entre l'automate de test et Polarion, mais on va plutôt s'intégrer avec un serveur d'intégration continue qui va prendre en charge le pilotage de l'exécution des tests automatisés. Et ce sont ces outils de tests automatisés qui vont produire des fichiers résultats qu'on va être à même d'interpréter et remonter sous Polarion. Donc, on pourrait ainsi, on peut trouver, Yann Kronberg parlait d'intégration, enfin d'extension préalablement. On peut voir des intégrations avec des outils type Ranorex que l'on trouve dans la bibliothèque des extensions. J'en dis pas plus pour laisser de la place aux autres questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, Polarion fournit-il une aide à la rédaction, template ou règles à respecter? Alors, je peux répondre encore. Alors, on peut, je laisserai peut-être Christian répondre sur s'il a mis des choses en place sur ce point-là. On peut effectivement définir des templates, par exemple, dire que la description d'une story doit se faire sous la forme en tant que, etc., etc. Donc proposer ce template, ce modèle de rédaction aux personnes qui vont rédiger les exigences. Alors, nous, on l'utilise pas, ça. Alors, effectivement, on préconise, quand il y a des nouveaux arrivants, on préconise l'utilisation d'un gabarit qui est fortement inspiré par celui de l'IREB. Mais après, moi, perso, comme on est en mode agile, j'essaie toujours quand même de favoriser une des valeurs de l'agilité, c'est de laisser un petit peu quand même de l'espace de liberté sur l'utilisation ou la manière d'appréhender les choses. Alors on conseille effectivement un gabarit, mais on n'utilise pas la fonction que Serge vient de décrire, nous, à notre niveau. Mais voilà, le mieux c'est quand même de les écrire avec un gabarit qui soit assez standard. Troisième question, Polarion permet-il d'identifier et d'améliorer la couverture des tests, exigence K-test, afin de définir l'efficacité d'une recette technico-fonctionnelle? Je fais juste un petit mot après, Serge, si tu veux rajouter Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'à un moment donné, quand on écrit, je dis n'importe quoi, une centaine d'exigences, ce qui va nous intéresser, c'est à un moment donné d'être capable de sortir un rapport qui va nous prouver que ces centaines d'exigences-là ont bien un cas de test qui est rattaché derrière. Donc, si le fait est-ce que Polarion peut nous aider à ça? Oui, parce que on est capable, en cliquant sur un bouton, de voir que on a peut-être 15% des exigences auxquelles il n'y a pas de cas de test rattaché et que peut-être il y a un trou dans la raquette à ce niveau-là.
voilà. Alors, Serge, je ne sais pas si ou Serge ou Yann, si vous voulez Je pense que la question que vous soulevez, c'est la question de la mesure. Qu'est-ce que l'on veut mesurer, et quels sont les critères de mesure de cette efficacité d'une recette technico-fonctionnelle. On a l'alignement entre les exigences spécifiées et les cas de test spécifiés. On a l'alignement entre ces exigences, ces cas de test et leur exécution dans un contexte particulier. Donc on dispose de tous les indicateurs permettant de mesurer l'efficacité de cette recette. Oui. Ok. Question suivante. Avez-vous une approche d'analyse fonctionnelle avant la mise en exigence? Et si oui, avez-vous pu l'outiller avec un outil comme Polarion, selon le principe MBSE, par exemple? Alors, le processus d'analyse fonctionnelle, oui, on l'a dans le sens où nous, on a été pas façonné, mais c'est-à-dire on s'est fortement, inspiré de l'IREB, et on le fait encore là pour le coup sur quasiment tous nos projets, dans le sens où on fait bien effectivement cette séparation du domaine du problème, du domaine de la solution, d'accord? C'est-à-dire qu'on passe du temps à établir les cartographies de parties prenantes, les arbres de but, les diagrammes de contexte, les cas d'utilisation, etc., à bien cerner le problème, parce que ça, c'était un des soucis qu'on avait, c'était de dire, voilà, il faut qu'on soit bon d'entrée de jeu et qu'on comprenne bien le besoin et qu'on réponde bien au but des parties prenantes. Et après, toute la partie, je veux dire, description de solutions, on le met aussi dans Polarion, mais nos cas d'utilisation, nos récits utilisateurs, éventuellement nos exigences de haut niveau sont aussi dans Polarion. Donc, moi, en termes de processus d'analyse, oui, on en a un qui est quand même hyper rigoureux et qui s'appuie sur ce que l'IREB a pu nous montrer. Et alors, MBSE, par contre, je suis désolé, je ne veux pas vous la faire à l'envers, je ne vois pas ce que c'est. Alors, pour le MBSE, je dirais au-delà d'une approche d'analyse fonctionnelle, je dirais qu'il y a des approches d'analyse de l'architecture système, où c'est plutôt dans ce contexte-là qu'on va retrouver du model-based system engineering. Merci Christian. Si je me trompe pas. Et on va trouver donc des intégrations avec Polarion entre des outils comme Enterprise Architect ou encore Capella pour ceux qui connaissent cette solution. Est-ce que Polarion s'interface-t-il avec Squash? Alors, une intégration a été faite entre Polarion et Squash par l'éditeur, la société qui supporte Squash, dans le sens que l'on va récupérer les exigences et pousser les exigences dans Squash pour ensuite pouvoir décliner les tests en regard de ces exigences. Donc, on est bien dans le sens Polarion vers Squash et bien entendu pas l'inverse. Polarion est certifié IREB. L'outil fournit des fonctionnalités pour améliorer la qualité des exigences. Point d'interrogation. Yann, tu avais répondu en direct? Qu'est-ce que tu avais répondu? Non, je n'ai pas répondu en fait. Ah d'accord. C'est répondre, mais l'IREB, c'est Polarsoft. Alors, on va distinguer Polarsoft et Polarion. Pour Polarsoft, on a une certification IREB. Quant à Polarion, on ne va pas dire qu'il est certifié IREB. Je l'ai expliqué, il est certifié dans le cadre de labels comme Trusted Tool par TÜV Nord, sur des normes comme ISO 26262. Non, là, on parle oui, c'est Polarsoft qui est certifié IREB. Polarsoft et Polarion. Après, Serge, tu veux rajouter quelque chose par rapport à une démarche IREB? Oui, on peut implémenter une démarche type IREB dans Polarion, et je pense que l'un des meilleurs résultats, c'est celui de Christian, à travers ce retour d'expérience. Oui, bon, effectivement, l'IREB parle de buts, parle de différents artefacts que l'on va gérer, et donc qu'on peut mettre en œuvre dans Polarion, au même titre qu'on pourrait imaginer mettre en œuvre dans Polarion, je dirais, une grille de validation des exigences pour dire pour chaque exigence, je valide si elle est concise, si elle est unique, si elle est testable, etc., etc. Oui, on pourrait le faire. Est-ce que nos clients font cela? Même ceux qui sont certifiés IREB comme Pharmagest, ils vont pas jusque là. Alors ensuite, pour les fonctionnalités qui permettent de valider la qualité des exigences, elles sont nombreuses, que ce soit le mécanisme d'approbation, les mécanismes de revue, le cycle de vie des exigences par le workflow. Donc finalement,
c'est tout le processus que vous mettez en œuvre avec Polarion et autour de Polarion qui permettent d'améliorer cette qualité des exigences. L'outil n'en est pas le seul responsable, loin de là. Moi, je rebondis sur ce que tu dis, Serge. C'est vrai que l'IREB donne les qualités des exigences atomiques, concises, non ambiguës, uniques, etc. Enfin, il y en a une 10 ou 12. Moi, je dis toujours aux analyses fonctionnelles, si on s'amuse à respecter tout ça, on n'écrit plus rien. Hein. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous, encore une fois, on a focalisé sur ce qui nous semblait le plus important, sur la non-ambiguïté, par exemple, qui nous a posé des tas de problèmes auparavant, sur le fait qu'elle soit unique, voilà, testable. Voilà, on a capitalisé sur 4-5 qualités primordiales, mais les mettre toutes en place, c'est ce que je vous disais pendant la présentation. Ça devient c'est pas que c'est décourageant, mais ça n'aurait pas un vrai intérêt. Il faut vraiment se poser dans le contexte qui nous intéresse, en fait. Une question qui vient juste de remonter juste au-dessus. Pour simplifier notre processus, Polarion plus Jira plus X-Ray, peut-on et que pensez-vous de travailler uniquement sur l'écosystème Jira depuis sa définition, l'approbation et le suivi des exigences jusqu'à la sortie du système après passage des tests? Pour simplifier. La question s'adresse à qui alors? Alors, à Christian Bernard? En fait, moi, si je peux me permettre, en fait, je pense donc à Pharmagest et à notre première rencontre où nous étions dans un contexte où Jira était présent, Confluence était utilisé au niveau des bureaux d'études pour rédiger, enfin pour faire des wikis d'exigences, etc., etc. Et le choix s'est porté sur Polarion pour la partie exigences et tests, tout en conservant Jira pour notamment comment dire la communauté des développeurs, hein, et de faire le lien entre les deux. Donc je dirais que la réponse elle est par l'exemple de Pharmagest qui est sorti de Jira pour aller vers Polarion sur cette partie-là. C'est vrai qu'on a eu effectivement des consultants externes qui venaient en disant pourquoi vous n'utilisez pas tout Jira pour mettre vos exigences, vos bases de référentiels, etc. Alors Jira, moi je l'utilise aussi, mais j'ai du mal à concevoir que dans Jira, on puisse par exemple sortir une base de référentiels d'exigences et de tests aussi lisible qu'on puisse l'avoir sur Polarion. Voilà, si la question est de se dire est-ce qu'on pourrait mettre nos exigences et nos cas de tests sur Jira, j'ai du mal à le voir, même si on sait que Jira on peut faire un peu tout et n'importe quoi avec, mais je pense qu'on aurait du mal à sortir un référentiel d'exigences aussi propre qu'on l'a nous aujourd'hui sur Polarion. Après, il y a des contraintes qui peuvent être imposées dans certains métiers réglementaires, comme la signature électronique, ce genre de choses. Bon, après, dans l'état de ce genre de... Il y a cet aspect-là que nous veut explorer aussi. La comparaison, alors Jira propose des plugins, hein, c'était mentionné X-Ray pour gérer les tests, mais on va parler ici plutôt de suite d'outils intégrés. Alors Polarion, c'est vraiment une plateforme unifiée qui va aussi d'ailleurs s'intégrer si besoin est pour certains processus de l'ALM, en l'occurrence, là il s'agit de la gestion des tâches et des développeurs, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres aspects qui sont gérés dans Jira. Donc voilà, il faut peut-être savoir faire un petit peu la part des choses entre ce pourquoi est fait un produit ou une solution par rapport à sa cible principale. Juste pour... Okay. On vit tout à fait bien ensemble d'ailleurs, en l'occurrence, pas uniquement chez Pharmagest, chez d'autres, chez bon nombre de nos clients qui les utilisent dans un contexte, je dirais, qui est soit équivalent, soit différent, mais voilà, c'est clairement des solutions qui sont complémentaires si on le souhaite. On va continuer à prendre quelques questions. Je vais juste rappeler à ceux qui s'en vont actuellement, parce qu'il y a quelques-uns qui s'en vont, il est midi, hein, c'était oui, c'est vrai. De ne pas oublier de passer sur l'onglet sondage, hein, pour évaluer la présentation, mais également répondre à certaines questions, hein, pour l'année prochaine, et des thématiques qui nous intéressent, et de l'horaire également. Donc ça n'arrête pas de bouger, donc il y a des questions qui sont... Beaucoup de personnes continuent à mettre en place des questions. Donc là, pour Christian, vous êtes agile, le backlog s'envole, le référentiel reste. Nous sommes en agile avec un niveau de détail cycle en V, mais nous souhaitons changer. À quel niveau de détail êtes-vous? Et le passage au BDD, Gherkin, vous y pensez? Point d'interrogation. Alors, je vais le backlog. Nous sommes en agile avec un niveau de détail cycle en V, mais ce champ... Voilà.
alors là, pour répondre en 2 secondes, je voudrais bien, je pourrais répondre, mais alors là, en 2 secondes, ça va être compliqué. Nous, aujourd'hui, on est sur un niveau de détail qui est très, très fluctuant en fonction des équipes. Parce que comme je vous le disais, on a plein d'équipes. Vous avez des équipes qui sont extrêmement matures, d'autres un petit peu moins, etc., etc. Donc, on peut avoir des équipes où le niveau de détail reste relativement fin, une granularité qui est proche du détail. D'autres équipes sur lesquelles la granularité est beaucoup plus macro, on va dire. Nous sommes en agile avec un niveau de détail, mais nous souhaitons changer. Alors changer, ça voudrait dire qu'à un moment donné, c'est de se dire, alors, niveau de détail, je suppose un niveau de détail très très fin. On voudrait changer pour avoir un niveau de détail un petit peu moins important. Je suppose juste des exigences de haut niveau ou des user stories sur lesquelles il y a déjà des critères d'acceptation très haut niveau. Ouais, pourquoi pas, mais ça c'est vraiment difficile de faire une généralité. Ça dépend des équipes, ça dépend de la maturité, ça dépend du type de projet. On a des projets, nous, qu'on utilise depuis 10 ans, voire même 15 ans. Donc tout le monde les connaît, on connaît les éléments graphiques, on connaît le fonctionnement, où là, le niveau de détail n'est pas très important, et pas très fin. On a des projets nouveaux, plus novateurs, où là, il faut quand même aller un peu plus dans le détail. Au niveau du BDD Gherkin, oui, il y a quelques expériences qui sont faites à notre niveau pour effectivement essayer de faire un peu du Gherkin, mais c'est pas encore complètement développé de partout. Ça, on y va doucement. Merci. Mais peut-être je demande à Vincent, il pourra me trouver sur LinkedIn parce que moi, je veux bien répondre à cette question plus en détail, mais j'aurais besoin de connaître le contexte, etc., etc. C'est difficile de répondre à ça tout de suite. Je vais prendre 3 autres questions. Polarion fonctionne-t-il avec Mantis? Non, il n'y a pas d'intégration native avec Mantis à ce stade, mais elle pourrait être montée. Il y a un SDK, un Software Development Kit bien étoffé, et les nombreuses intégrations sur le site des extensions montrent justement ces capacités d'intégration. Donc non, pas d'intégration native avec Mantis aujourd'hui. Très bien. Je vais passer le prix de Polarion, ça sera, on est d'accord. Polarion gère-t-il une bibliothèque de cas de test ou ceux-ci viennent d'un autre outil? Christian? Christian, je vous ai coupé votre son. Non, oui, pardon. Oui, non, je disais, les cas de test viennent pas d'une autre banque d'outils. C'est nous c'est les analystes testeurs qui les créons et qui les implantons dans Polarion. Ça vient pas d'une autre source externe. Alors, une question un petit peu pour comparer des outils. Là, je vois bien, j'en ai vu, elle a disparu avec bon, c'est pas grave, elle a disparu, j'ai dit. Vous la remontez tout en haut. Oui, pourquoi Polarion et pas HPLM qui permet de faire aussi la traçabilité des exigences et cas de test? C'est difficile à répondre peut-être. Alors, parce que alors je pourrais reprendre la diapositive sur les éléments pragmatiques. HPLM, oui, on les avait regardés. Après, on trouvait le mode LiveDoc plus facile à prendre en main. Encore une fois, voilà, le support en français qu'on pouvait avoir direct avec Serge. Il y a tout plein d'éléments qui ont fait que nous, on a préféré partir avec Polarion. Mais voilà, c'est dans ma diapo les éléments pragmatiques et très concrets qui ont fait que ça a balancé du côté de Polarion parce que ça répondait vraiment plus à notre besoin et à notre oui, à nos contraintes. Quoi. Je peux ajouter quelque chose. En fait, nous avons des clients qui ont HPLM, anciennement HPQC. C'est un produit qui vient du monde du test, donc qui a d'outils de ce qu'on appelle de gestion de patrimoine de test. Et ces clients qui avaient besoin d'une solution de gestion d'exigence au niveau métier n'ont pas trouvé dans HPLM la réponse à leurs besoins. Donc, ils ont fait le choix de prendre Polarion sur la partie qu'on appelle Requirement, qui est un subset de la solution complète ALM. Et donc, l'intégration native qui existe entre HPLM et Polarion permet de satisfaire les besoins de gestion d'exigences côté Polarion et de gestion de patrimoine de test et de test en gérant une traçabilité finalement qui est gérée de façon synchronisée entre les deux outils.
Donc, c'est vraiment des outils qui se positionnent pas non plus tout à fait exactement sur le même créneau. Voilà, donc globalement, c'est la solution telle qu'elle a été présentée par Christian dans son auto-expérience. Après, je ne vais pas avancer plus d'informations, enfin, plus d'arguments ou autres. Je ne souhaite pas effectivement ici. Mais voilà, en gros, ce que je pourrais dire, moi, en termes de positionnement et du fait que des clients, en tout cas que nous connaissons chez nous, en tant que client Polarion, utilisent les deux outils de façon conjointe. Je vais me permettre d'arrêter la séance des questions. Il y a encore de très bonnes questions, hein. On vous les enverra et puis n'hésitez pas à contacter d'ailleurs les personnes qui ont présenté aujourd'hui. Je pense qu'ils seront un plaisir également de vous répondre. Je vous remercie encore pour cette journée et puis je vais vous demander si c'est possible de passer vraiment dans l'onglet sondage, hein, de façon à ce qu'on puisse avoir également votre retour sur cette présentation, hein, et puis également vous donniez votre avis sur ce format de webinaire, sur l'horaire qui est organisé et puis notamment les thèmes que l'on pourrait traiter en 2021 de façon à justement voir un petit peu ce qui vous intéresse le plus et nous permettre de vous donner, si possible, le programme le plus adapté à vos besoins. Je remercie encore Yann, Christian et puis Serge pour les réponses. Je vais souhaiter merci à vous, merci à nos auditeurs. Un très bon appétit à tout le monde. Et puis on se retrouve demain, hein, il reste encore une session complète. On vous laisse un petit peu de temps, hein, pour répondre au sondage, bien évidemment, avant de nous quitter. Une belle journée encore demain avec 2 retours d'expérience qui vous seront présentés. Voilà. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous et bon courage. Merci, bonne fin de journée. Merci. À bientôt. Au revoir. N'hésitez pas, hein, vous me trouvez sur LinkedIn pour les questions et j'essaierai de répondre à tout le monde. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent éventuellement savoir un petit peu plus sur Polarion, parce qu'on fait des démonstrations sur des webinars, n'hésitez pas à aller sur notre site où nous en avons également prévu le 19 novembre qui présentera plus en détail la solution pour la gestion des exigences. Voilà, merci encore. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.